Bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée à la Hebdo, une émission hebdomadaire qui traite des sujets d'actualité politique et économique notamment. Nous recevons sur ce plateau Maître Koto Traoré, qui est avocat au barreau du Mali. Merci Maître d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également sur ce plateau Abidine Karambe, qui est le président de la jeunesse du parti ASMA CFP. Merci beaucoup. Merci d'être là. De nous avoir invités. Merci bien. Voilà. Ensuite, nous avons Mahaman Traoré, qui est le président du mouvement Fasodéon. Mahaman, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et à côté de Mahaman Traoré, vous avez Aboukrin Touré, qui est un communicateur. Merci beaucoup, Monsieur Touré. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté donc à tous notre invitation. Sur ce plateau, nous allons parler de beaucoup de sujets, si le temps nous le permet, à savoir l'interpellation de Choguel Kokalamega, le Premier ministre, devant le CNT. Nous allons également parler de cette cherté du coût de la vie aujourd'hui dans ce contexte de mois béni de Ramadan. Et enfin, on va parler essentiellement de la question de cette montée en puissance de l'armée malienne. Voilà, merci beaucoup. Alors, Maître Koto Traoré, Choguel Kokalamega sera donc devant le Conseil national de transition. Ce samedi, donc, il est déjà devant le Conseil national. Il était déjà, donc, du coup, quel est pour vous, est-ce que pour vous, c'est une opportunité offerte à Choguel donc, de nous montrer son engagement, sa conviction, de prouver qu'il a travaillé, ou bien c'est tout simplement un bluff qui est là? Merci, je vous remercie. L'opportunité, c'est une opportunité pour Choguel. Vous savez que nous sommes dans un contexte particulier. Il y a pratiquement 9 mois ou 8 mois, Choguel passait devant le Conseil national de la transition pour présenter ce qu'on appelle le plan d'action gouvernemental, qui était articulé autour des questions essentielles qui s'étaient donné le devoir de les mettre en œuvre, à savoir la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles visant à rénover le cadre politique du Mali. Ensuite, d'après lui-même, la refondation du Mali de façon globale. Cette refondation du Mali implique plusieurs aspects. Et à l'état actuel d'aujourd'hui, ce qui est constant et qui est un acquis, qui est incontestable, ça c'est la montée en puissance de l'armée et les résultats obtenus sur le terrain par l'armée. Et de l'autre côté, il y a quand même des questionnements, qu'on se pose la question par rapport aux résultats auxquels le gouvernement de Choguel est arrivé. Donc il est nécessaire aujourd'hui que Choguel passe devant le Conseil national de la transition pour au moins nous dire exactement où en sommes-nous avec la mise en œuvre de son plan d'action gouvernemental. Je précise, Choguel n'est pas en train de venir devant le Conseil national pour un cas de sanction comme nous le connaissons par la Constitution du Mali. Ce n'est pas un cas de motion de censure, ce n'est pas une motion de censure qui est déposée contre lui et son gouvernement. Il est invité tout simplement par le président, parce que la forme, on a vu, c'est le président qui a invité le Premier ministre à venir s'expliquer devant eux. Alors qu'on peut aujourd'hui dire avec certitude que le Mali est sur le plan d'abord économique et financier est asphyxié, ça il faut le reconnaître par le fait des sanctions qui ont été prises et qu'on peine aujourd'hui à avoir la solution avec les organisations sous-régionales auxquelles nous faisons partie intégrante, et ensuite la réforme de la justice. Vous savez, la refondation ne peut avoir eu gain de cause sans qu'on ait une justice saine, crédible et assainie qui réponde exactement aux aspirations du peuple malien. Et revenons sur la lutte contre la corruption également, qui était un des slogans phares de Choguel, qui a même qualifié le Mali un grand corps malade qui a besoin de thérapie. Donc sur le plan de la gouvernance, autre que la gouvernance militaire qui consiste à sécuriser, nous ne voyons pas de résultats palpables de la part du gouvernement de Choguel Kokalamega. Nul ne doute aujourd'hui de sa bonne foi et de son engagement. Mais aujourd'hui, il faut des résultats
Sinon, on est pratiquement à un niveau de difficultés extrêmes sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan de la gouvernance de façon générale. Il n'y a pas eu de résultat. C'est loin d'être un moment de grand bloc. Absolument, c'est loin d'un moment de grand bloc. C'est-à-dire la transition de façon générale a intérêt à ce que vraiment le gouvernement fasse des actions concrètes, parce que nous attendons des actions concrètes de la part du gouvernement, puisque la résilience de la population n'a jamais fait défaut pour accompagner ce gouvernement. Alors, Karambe, il y a eu quand même les assises nationales de la refondation, il y a eu quand même des actes qui ont été posés, il y a des négociations en cours. Choguel, est-ce que le bilan, il n'y a pas de résultat comme le résultat concret palpable? Ok, merci. Je remercie le président du CNT. On le dit souvent, vaut mieux tard que jamais. 10 mois après la nomination de Choguel, on a vu le CNT quand même qui avait superbement oublié son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Durant tout ce temps, on avait eu même l'impression que le CNT était l'avocat du gouvernement. Tel enseigne que cette vitalité en démocratie qu'on souhaiterait avoir en interpellant les ministres dans leurs domaines respectifs, cela n'a pas été le cas. Donc les gens ont continué à applaudir le gouvernement. Et aujourd'hui, je crois que le président de l'Assemblée a compris. S'il a interpellé le Premier ministre pour en savoir davantage sur ce qui a pu être fait et vers quelle direction nous sommes en train de partir. Ça, c'est une très bonne chose en soi. Mais il y a 10 mois de cela, le même Premier ministre avait passé au sein du CNT qui avait présenté son programme d'action du gouvernement qui tournait autour de 4 axes majeurs. Un plan d'action gouvernemental. Un plan d'action gouvernemental qui tournait autour de 4 axes majeurs. Le premier axe, il l'a rappelé, c'est le renforcement de la sécurité. Et des résultats quand même... Et des résultats plausibles ont été atteints à ce niveau. Et ça, c'est à l'actif des militaires parce que c'est un domaine de prédilection. C'est à l'actif du gouvernement aussi. Du gouvernement, oui, j'arrive. Parce que les acteurs, ceux-là même qui connaissent la sécurité, c'est les militaires. Même si ils font partie du gouvernement, je veux dire. Quoi. Tout à fait. Même si tout, c'est la solidarité gouvernementale. Ouais. Ça, on n'en disconvient pas. Mais l'autre volet qui n'a pas marché, ça, c'est le volet politique. Et ce volet politique englobe 3 axes parmi les 4. Le deuxième axe, c'est les réformes politiques et institutionnelles. Le troisième axe, c'est l'organisation des élections générales. Quatrième axe, promotion de la bonne gouvernance et adoption d'un pacte de stabilité sociale. Alors quand nous revenons sur les réformes politiques et institutionnelles, il y avait eu un acquis. Nous, en tant que parti politique, il y a eu des acquis. Il y avait un cadre de concertation avec le ministère de l'administration territoriale où on était arrivé, en ce qui concerne les structures de gestion des élections, arrivé à un consensus. Et ça tournait autour, le constat général, c'est que nous devons réduire le pouvoir du ministère de l'administration territoriale en matière de gestion des élections. Le 2, c'est de renforcer le pouvoir de la CENI. Ça, c'était un acquis jusqu'à la nomination de Choguel. Et la proposition de l'organe unique de gestion. Oui, c'est Choguel. Et au cours de cet atelier, il y a eu même un atelier national. Au cours de cet atelier, le principe d'organe unique a été acté. Mais il était question qu'il appartenait au pouvoir qui sera issu des élections de l'expérimenter. Parce que la transition n'a pas vocation à tout régler, vu le temps dont cette transition dispose. Mais par subterfuge, le Premier ministre est arrivé à organiser, passer par le biais des assises nationales, que nous avons, c'était le but final, la prorogation de la transition. Donc à ce niveau, aucun signe n'a été enregistré par rapport aux réformes politiques et institutionnelles. Rien. Troisième axe, l'organisation des élections. On a vu que le mandat des élus locaux, des députés et de la présidence, rien n'a été fait
aucun chronogramme jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et sur le plan de la promotion de la bonne gouvernance, c'est hallucinant ce qu'on voit aujourd'hui. On a l'impression que le régime précédent, tout ce qu'on reprochait au défunt régime de Ibeka, toutes ces pratiques se retrouvent sous la transition et de façon amplifiée. Et ça, c'est de façon amplifiée. Vous prenez le cas d'attribution des logements sociaux. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Vous prenez le concours de Canam. Il y a des problèmes. Le concours de la police. Il y a des problèmes. Une enquête, je pense que... Voilà, une enquête est en cours, mais ça ne devrait pas arriver. Parce que si on parle de Marie-Croix, c'est la rupture avec les anciennes... C'est la rupture avec les anciennes pratiques qui ont eu lieu. C'est ça. Et l'exemplarité doit être de mise pendant cette période-là. Mais nous ne pouvons pas concevoir et accepter que les mêmes pratiques qui ont été décriées, qui ont conduit au renversement du régime, que ces mêmes pratiques-là reviennent avec force. Donc le bilan de Choguel, j'en arrive, est très sombre pour ne pas dire peu reluisant. S'il y a quelque chose, à mon avis, s'il y a à féliciter Choguel, c'est d'avoir arrivé à diviser le Mali. Alors, Mohamed Traoré, est-ce que vous êtes d'accord avec Abidina Karambé? Globalement, comment est-ce que vous percevez en tout cas l'action politique de ce gouvernement? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. C'est une question assez mitigée, mais je dirais tout simplement que Choguel, l'interpellation de Choguel au niveau du CNT enrichit le débat démocratique. Parce qu'on se rend compte là maintenant que le CNT n'est pas juste là par figuration. Le fait d'interpeller le président, le Premier ministre, de contrôler l'action gouvernementale, ça c'est du ressort, c'est ce qu'attend la population depuis belle lurette venant du CNT. Et ils l'ont fait avec brio. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Premier ministre a pu avoir des résultats escomptés? Est-ce qu'il a pu assouvir aux désirs de la population? Est-ce qu'il a pu apporter des solutions idoines à nos préoccupations? Je dirais oui d'une part, parce que la sécurité, c'est la colonne vertébrale d'un État. Et aujourd'hui, on assiste à une évolution spectaculaire de nos forces armées qu'il faut saluer. Maintenant, l'autre volet, il faut avoir un penchant aussi par rapport à l'économie. L'économie aujourd'hui est en stand-by. Il faut le reconnaître. Et on se demande s'il y a une dynamique qui est mise en place pour essouffler une nouvelle donne à cela. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on demande à la population d'être résilient du moment où on ne voit pas d'action engagée véritablement, considérablement venant de la classe dirigeante. On a vu par exemple Assimi Goïta, le président, qui a réduit considérablement son fonds de souveraineté. Mais est-ce que l'exemple s'en est suivi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à la population, c'est de faire preuve de tempérance, c'est de faire preuve de patriotisme, pendant que dans la classe dirigeante, on ne voit pas d'exemplarité par rapport à cela. Donc je pense que c'est l'occasion d'interpeller le Premier ministre, de lui poser des questions qui taraudent assez l'esprit du citoyen malien et qu'il apporte des solutions en ce sens. Moi, je pense que demain, on en saura davantage par rapport à ça. Avec la refondation, avec les recommandations ici. Bon, ils ont eu à le dire. Est-ce que ce n'est pas aussi des actions concrètes? Choguel, il a eu à parler de revoir le fichier électoral. Est-ce qu'il a parlé seulement? Est-ce qu'il n'a pas aussi... Bon, moi, je pense que la transition par essence est un moment de communion, est un moment de symbiose. Il sied aujourd'hui au Premier ministre d'unir tous les Maliens autour d'un idéal. C'est-à-dire les acteurs politiques, la société civile, les leaders religieux. Parce qu'il ne faut pas commettre l'erreur du passé. Les erreurs qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui, il faut tirer des enseignements de cela. C'est en ce sens que nous pourrons, sans nul doute, jeter les bases d'une nouvelle refondation tant souhaitée par le peuple malien. Il a eu à le dire, beaucoup d'acteurs politiques ont été conviés à prendre part à une assise. C'est-à-dire, l'assise, c'était pour statuer sur les questions concernant les réformes à venir. Mais est-ce que la dynamique a été maintenue? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller loin sans pour autant l'union sacrée autour d'un idéal. Je pense que c'est très nécessaire. Et le Premier ministre doit être dans cette dynamique-là. Ok, alors Bokré Touré, vous concernant, est-ce que
Vous, quelle est pour vous la stratégie derrière ces actions que vous percevez comme nous tous du premier Choguel Kola-Mega, qui quand même, on peut dire, aujourd'hui ce serait une opportunité fondamentale pour lui de justifier, de clarifier l'état de la mise en œuvre de son plan d'action gouvernemental? Bien, vous avez bien fait de poser cette question parce que manifestement, moi j'ai une autre lecture de la citation. En fait, rappelez-vous quand même que l'on m'a donné de l'histoire politique de notre pays, l'histoire récente, je veux dire, des partis politiques, une coalition de partis politiques avait annoncé ici, tambour battant, que à partir du 25 mars, qu'ils ne reconnaîtront plus les autorités de la tension. Cela a constitué une véritable menace pour nos autorités. Et cela même a poussé le président de la tension à aller dans une certaine consultation qui n'a pas été peut-être à hauteur de souhait parce qu'elle n'a pas été inclusive et elle a été menée pratiquement de façon catimini. Mais permettez-moi surtout, M. Mega, de rappeler qu'effectivement cette interpellation repose sur des principes majeurs. Le premier principe, c'est lui qui réveille une certaine vertu constitutionnelle, notamment l'article 78 de la Constitution, parce qu'il faut le dire à toute fin utile. La Constitution a une certaine prééminence. C'est la charte de la tension. L'article 78 de la Constitution voudrait quand même qu'en tant que coordinateur de l'action gouvernementale, qu'il soit appelé à justifier la vie de la nation. Et l'article 15 de la charte... le contrôle de maître. Oui, du juge, voilà, effectivement. Et l'article 15 de la charte qui est quand même non négligeable, qui voudrait quand même que l'organe législatif de la tension puisse également appeler le Premier ministre à se justifier devant le membre du Conseil national de tension. Donc c'est un exercice pour le pouvoir, pour canaliser la tension. Parce qu'il y a une première tension qui est née du fait que les autorités risquaient de ne plus être reconnues par des partis politiques de l'opposition qui ont servi les défunts régimes. Et une deuxième connotation relative au fait qu'il y a la prééminence de l'actualité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec la cherté de la vie et le blocage avec les négociations avec la CEDEAO, il y a de la tension. Le Premier ministre était pratiquement considéré comme étant assis sur une chaise éjectable. Il était annoncé pour le départ, mais le président de la tension, sachant qu'en se démettant du Premier ministre, il risque de nous entraîner dans une autre rectification de la tension qui ne va pas servir parce que nous sommes dans les conséquences de la première rectification. Est-ce que vous là une solution? Non, moi je pense que ce qui est déplorable, c'est que les programmes d'action gouvernementale étaient annoncés pour être mis en œuvre pour 9 mois. On a déjà... les 9 mois sont déjà écoulés. Donc, si ce n'est pas la complicité de la citation, on n'est même pas censé demain recevoir les Premier ministres. Ces programmes d'action gouvernementale étaient censés être mis en œuvre depuis. C'est-à-dire le 16 juin 2021 au 27 février 2022. Est-ce que le blocage n'est pas lié surtout aussi à l'échec des négociations avec la CEDEAO? Parce qu'on ne peut pas, par exemple, faire un chronogramme sans savoir la durée de la transition. Est-ce que ce n'est pas lié à ça? Oui, bon, pour l'échec, vous savez, les mentalités ont été préparées pour que cette fois-ci nous puissions faire face à la CEDEAO et à l'immixtion de la France dans le fonctionnement de la CEDEAO. Moi, je suis d'accord que le pouvoir de la tension, les autorités de la tension puissent rester campées sur leur position, mais j'avoue quand même qu'il y a des partis qui n'accompagnent pas la diplomatie. Parce qu'on peut avoir de la fermeté dans la souplesse et sans quand même être la conscience de son interlocuteur et l'empêcher quand même de reconsidérer sa position. Parce que c'est dans ça que nous sommes retrouvés. Choguel était un Premier ministre et continue à être un Premier ministre qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Mais malheureusement, ces discours de vérité souvent ne servent pas notre diplomatie et les bas peuples souffrent. Aujourd'hui, Assimi est véritablement préoccupé par la situation. Et c'est pourquoi moi je pense que demain c'est l'occasion pour le Premier ministre non seulement de rassurer les uns et les autres, que dans les jours à venir, on va répandre les trains parce qu'effectivement ce blocage ne sert pas le pays. Et deuxième chose, rassurer également les autorités de la tension pour qu'ils sachent que les citoyens ont soif de savoir quelle est la vérité, où est-ce que la tension nous conduit. Parce que je dis bien, les programmes d'action gouvernementale étaient fixés pour 9 mois. Les 9 mois sont écoulés. Quelle autre orientation nos pouvoirs doivent prendre pour assurer les populations? Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas été fait?
Ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a été exécuté. Choguel, quand il est venu, il nous a assuré qu'en 9 mois, il peut faire ce qu'il y a lieu de faire. Il a fait les 9 mois, il n'a rien fait. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est redéfinir un peu les priorités demain et assurer les citoyens à travers une certaine pertinence de débat au niveau du Conseil national de transition, parce que je doute fort que les débats ne puissent pas être pertinents, parce que les membres du Conseil national de transition, quand même, c'est des gens qui accompagnent de facto la transition. Donc, ils ont déjà leur positionnement. Donc, le Premier ministre n'aura pas de problème à faire passer. Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la CEDEAO est véritablement la faute, parce que tout simplement la CEDEAO a refusé la durée proposée par les autorités de la transition, qui disent que pour mettre en œuvre les réformes ou poser en tout cas les jalons des recommandations des assises nationales de la refondation pour la refondation du pays, est-ce que la faute n'est pas, c'est pas la CEDEAO qui a fauté? Absolument pas. Mais je voudrais apporter un rectificatif. L'interpellation de Choguel ne s'inscrit pas dans le cadre de figure de la motion de censure. Il n'y a pas une motion de censure contre Choguel, parce que la procédure de motion de censure est une procédure constitutionnelle spéciale. Et ça doit être provoqué par les membres. Le CNT peut enclencher les membres. Absolument, absolument, parce que la Constitution est d'application. Tant que la Constitution n'est pas suspendue, elle est d'application. Donc ces règles-là... La Cour constitutionnelle a dit que ce n'est pas des députés... Absolument, ça c'est la reconnaissance... Non, ça c'est la reconnaissance statutaire. Ça n'a rien à voir. Mais je vous demande, le rôle, la mission confiée à la CNT, au CNT, c'est la mission dévolue à l'Assemblée nationale en temps normal. Vous voyez? Donc, Choguel a engagé la responsabilité du gouvernement devant le Conseil... De poser, en tout cas de démettre Choguel Kokalamega de ses fonctions ou pas? Moi, je ne vois pas. Effectivement, si le CNT décide, parce que le CNT aujourd'hui fait office de l'Assemblée nationale, ça, il ne faut pas l'occulter. Et la Constitution du Mali demeure en vigueur et ces règles-là prévalent sur les règles même contenues dans la charte, même si la charte dit en cas de contrariété, les règles de la charte prime sur les règles constitutionnelles. C'est là où il y a toute une incompréhension au niveau de nous les juristes. Mais ce qui est clair, il ne s'agit pas d'un cas de motion de censure contre Choguel. Choguel est interpellé pour venir s'expliquer. Et puis, il faut reconnaître que la transition a abordé tous les aspects de la gouvernance ensemble. Et Choguel, en tant que Premier ministre, s'était engagé à engager la responsabilité du gouvernement devant le CNT pour atteindre les objectifs précis, tout en oubliant qu'il pouvait être buté à un problème majeur aujourd'hui, qui est le blocus de sanctions économiques et financières. Je reviens, parce que le problème, Choguel ne peut pas mettre en œuvre les axes prioritaires, les 4 axes ou 5 axes qui faisaient la contenance de son plan d'action gouvernemental, parce que ça nécessitait la mobilisation de 2000 milliards de francs CFA. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que le Mali, économiquement, est seul. Le Mali est sous le blocus économique et financier qui fait aujourd'hui que le Mali a des difficultés énormes. D'abord, de pouvoir répondre aux besoins pressants de la population, a fortiori la mise en œuvre des recommandations, d'abord issues de son plan d'action, et mieux encore, les recommandations qui sont sorties des assises nationales, c'est de la mise en œuvre. Chacune de ces recommandations nécessite, la mise en œuvre nécessite la mobilisation des fonds. Mais si l'État ne se sent pas capable de financer ces axes-là, la mise en œuvre de ces axes, pourquoi, comment vous expliquez la position du gouvernement à rester, bon, la position du gouvernement, non. La position du gouvernement, nous exerçons le gouvernement à faire tout pour au moins avoir un compromis avec les organisations sous-régionales. Vous avez constaté tout récemment, c'était le 14 de ce mois, où la Banque africaine de développement a suspendu les décaissements en faveur de programmes et projets financés au Mali. La Banque africaine aussi, la Banque mondiale. Non, ça c'est la banque, de cette fois-ci c'est la Banque africaine de développement, la BAD, qui a suspendu tous les décaissements en faveur de ces programmes et projets financés au Mali. Ensuite, vous savez, le ministre de l'économie
et des Finances a notifié cette décision à tous les coordinateurs des projets et programmes. Donc, vous voyez les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences vont être naturellement mettre les gens en chômage, l'arrêt des activités de ce programme et projets qui sont tous des valeurs ajoutées de l'économie du Mali. À cela s'ajoute même la question macroéconomique du Mali qui est aujourd'hui, qui ne bénéficie aucune transaction émanant de l'extérieur via les pays environnants avec lesquels nous sommes étroitement liés. Il faut voir, le Mali est un pays continental qui n'a pas accès au littoral. Nous, notre approvisionnement, pratiquement à 90 ou bien 100% quand même, se font avec les ports des États voisins. Avec la fermeture des frontières terrestres et aériennes, avec l'interdiction des transferts de flux économiques et financiers avec le Mali, donc on est pratiquement asphyxié. Donc le gouvernement est dans l'impossibilité aujourd'hui, parce que la mise en œuvre, ce n'est rien d'autre que de l'argent, alors que le peu de ressources générées par le fonds, ce que nous appelons les fonds propres du Mali, sont dédiés à ce qu'on appelle au réarmement, au renforcement des capacités de l'armée malienne. C'est ce que le Mali est un pays riche, je veux dire. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas financer notre politique? Non, qu'est-ce qui ne va pas? Le Mali, quand on dit que le Mali est un pays riche, oui, le Mali est un pays riche en ressources naturelles, mais ces ressources naturelles ne sont pas exploitées, elles sont exploitées seulement à 20 ou à 25%. Il faut le reconnaître. Mais pourquoi l'État ne sait pas... L'État, la transition n'a pas cette possibilité de faire exploiter aujourd'hui, comment dirais, les ressources dont vous parlez, vous faites allusion, pour répondre aujourd'hui les besoins pressants de la population. Ce que l'État doit faire, c'est de trouver rapidement solution avec la CEDEAO, avec l'UEMOA, pour qu'on puisse vraiment sortir de ce blocus-là. Et si vous constaterez, pour terminer, vous avez vu, même avec une décision de justice, la CEDEAO, la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire refuse de se plier. Donc cela veut dire qu'il y a un problème très sérieux et que le problème doit être vraiment résolu rapidement, ça dépend de la classe dirigeante. Ok, très bien. Karambé, alors, est-ce qu'on peut dire que le Mali est véritablement dépendant des organisations étrangères? C'est-à-dire que le Mali ne peut pas vivre sans ces organismes-là. Vous faites partie de ceux-là? Oui, parce que le monde, c'est un monde globalisé. Il n'y a pas un État qui peut se suffire à lui-même seul, quoi. Où il n'y a aucun pays qui peut, en autarcie, peut se développer. Cela n'est pas possible. Maintenant, pour le cas du Mali, moi, je n'accuse pas la CEDEAO parce que le Mali est un membre fondateur de la CEDEAO et a souscrit à tout ce à tous les textes qui ont été élaborés. Le Mali a souscrit à ça. Cas de coup d'État, les mesures qui doivent s'imposer, le Mali est partie prenante dans ça. Alors, la crise, comment est-elle venue? C'est que c'est nous-mêmes Maliens, à l'interne, nous avons fait un consensus et fixé la durée de la transition à 18 mois. À l'arrivée ou à mi-parcours de la transition, l'alerte a été donnée aux autorités de la transition. Vous avez dit 18 mois, faites de telle sorte que vous nous proposez quelque chose. Cela n'a pas été fait. Et jusqu'à la date fatidique est arrivée. Mais c'est un bon droit que la CEDEAO va commencer à appliquer ces textes. Pour les autorités, ce sont des sanctions, par exemple, qui sont les sanctions qui sont illégales, illégitimes. Non, moi, je ne vois pas illégal comment par rapport à ça. S'il y a l'illégalité, c'est nous-mêmes qui avons volé nos propres engagements. Il faut respecter nos paroles données. C'est extrêmement important au vu de la communauté internationale. S'il y a quelqu'un qui a violé ses propres engagements, c'est d'abord le Mali lui-même. Personne n'est content pour que son pays soit sanctionné. Ceux qui pensent que bon, nous sommes plus patriotes que les uns, les autres sont des apatrides, mais c'est pas ça. Nous sommes tous fils de ce pays. Chacun est soucieux du devenir de ce pays-là. Peut-être les voies empruntées pour arriver au bonheur peut différer. Surtout nous qui n'en avons pas d'autres. Donc la CEDEAO, c'est ça. Ah, okay. Et vous avez vu, quand les 18 mois sont épuisés, au lieu de faire proposer un chronogramme détaillé avec une durée d'exécution précise, on nous a fait avec
les soi-disant assises de la refondation proposaient une durée de 5 ans. Mais raisonnablement, qui provoque qui? Qui provoque qui? Et nous souffrons. Est-ce que nous devons accepter? Le peuple meurtri l'a fait semblant d'être contre. L'argument avancé par le gouvernement Kalambé, c'est que la CEDEAO même a dit qu'il ne faut plus jamais aller vers des élections sans qu'il y ait des réformes crédibles. Est-ce que cet argument-là tient? Quelles réformes? La CEDEAO était venue à un moment donné pour dire que désormais il faut des réformes. C'est ça que c'est parce que les réformes, l'organe unique de gestion. Hein? L'organe unique de gestion. L'organe unique de gestion n'est pas opérationnel. Ça, parce que la durée de la transition, la transition doit mener ses actions en fonction de sa mission. Et la vocation de toute transition, c'est à court terme que la transition doit prendre fin. Mais la transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes du Mali. Ça, c'est pas possible. Nous avons une CENI aujourd'hui qui est représentée au niveau de chaque région. Mais il faut renforcer cette CENI-là. Si la proclamation des résultats des élections provisoires faites par le ministère de l'administration territoriale. Mais on peut prendre ce prérogative-là et remettre à la CENI. Non, vous êtes déjà dans les réformes. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est ça. Parce que pour moi, les réformes, par exemple, la relecture de la charte des partis politiques, on ne peut pas dire que ça, il faut de la sécurité pour faire la relecture, à mon avis. Okay. Maman Traoré, rapidement sur le sujet, pour vous, quelle lecture vous avez sur le sujet? Bon, moi, tout ce que j'ai à dire, moi je me rappelle dans un passé récent, en 85, il y a eu une crise qui a opposé... C'est pas récent, 85 pour nous. Hein. Ok, c'est pas récent pour vous, bon, on va le dire comme ça date pas de l'Antiquité aussi, quoi. Okay. C'est une façon de parler. Maintenant, à 85, il y a une guerre qui a opposé le Mali au Burkina Faso. Et moi, je n'étais pas là, mais de travers ce que j'ai pu lire, on nous a fait savoir que les opérateurs économiques maliens ont pu mobiliser 1 milliard de francs CFA. Imaginez-vous, en ce temps, 1 milliard de francs CFA, ça constitue beaucoup quand même. Aujourd'hui, en 2022, 10 ans de crise, nous vivons une crise sociopolitique sans précédent. Nous avons une crise multidimensionnelle. On demande à la population de cotiser. On a 103 millions de francs CFA dans le compte de l'État. C'est vérifiable. Ça renvoie un message à nos autorités. C'est dire quoi? C'est dire qu'il faut faire preuve d'exemplarité au sommet de l'État. Il faut vous demander à la population d'être résilient. Soyez vous-même dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, l'autre paradoxe, c'est qu'on censure RFI, on censure France 24. Mais le ministre des Affaires étrangères se plaint de donner des interviews à la presse étrangère. Ça, c'est le deuxième paradoxe. Moi, vous, par exemple, vous ne pouvez pas relayer cette information parce que vous ne savez pas si vous allez encourir à une peine de justice. Et donc, du coup, on est dans une situation assez conflictuelle où on ne sait même pas où mettre la tête. Moi, j'ai dit, nous avons intérêt aujourd'hui à soutenir cette transition-là de manière inconditionnelle. Mais on ne va pas faire la politique de l'autruche, c'est-à-dire mettre la tête sous la terre. On va le faire dans la vérité. Il faut que nous revenons sur nos fondements. Maintenant, il a eu à parler de la CEDEAO. Moi, je pense que la CEDEAO est venue dans un passé récent dans notre pays, c'est-à-dire en 2018. Ils ont eux-mêmes suggéré à ce qu'on puisse mettre un organe unique de gestion des élections pour ne pas produire les mêmes erreurs du passé, pour parer à certaines éventualités. Aujourd'hui, la CEDEAO doit faire preuve de retenue, doit savoir que le problème du Mali est assez complexe. C'est pourquoi, moi j'ai aimé le fait que le Premier ministre a engagé des consultations venant de toutes les couches, c'est-à-dire il y a eu une assise nationale où tout le monde a été concerté. Monsieur parle, moi je ne vais pas faire de la politique politicienne, monsieur parle des soi-disant assises nationales, mais je pense que la quasi-totalité de la population malienne était représentée. Et les doléances, les préoccupations de la population ont été prises en compte. Maintenant, l'autre problème qui se pose, c'est on en est où avec ces réformes-là, ces résolutions-là? C'est là le problème. Sinon, il y a une dynamique qui est enclenchée et qui est salvatrice, il faut le reconnaître. Maintenant, parlant de corruption, il y a eu des luttes qui ont été engagées. Parlant de sécurité, on assiste à des résultats spectaculaires.
Mais laissons le temps aux Maliens de décider de leur sort. C'est ce qu'on demande à la CEDEAO. Les mêmes CEDEAO, les pères de la CEDEAO aujourd'hui, eux-mêmes ne sont pas légitimes. On a vu certains présidents parmi eux qui ils ont taillé sur mesure leur constitution, mais qui siègent aujourd'hui au niveau de la CEDEAO. Ça, c'est anticonstitutionnel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose, nous avons un problème assez particulier. La CEDEAO doit être plus dans cette posture-là d'accompagnement, de compréhension, pour que nous puissions quand même sortir de ce pays-là de l'ornière. Le manque de résultats dont vous parlez, c'est vraiment la faute à la CEDEAO, quoi. Le fait que la CEDEAO est obligée le Mali à aller rapidement vers des élections transparentes. Non, on va vers des élections bâclées. On n'a pas fait de réformes. Pour faire les réformes, il faut que... Donc il faut que la CEDEAO accepte les 24 Mais c'est la CEDEAO même qui a eu à dire dans ce pays-là, au Mali, dans un passé récent, qu'il faut forcément faire des réformes structurelles et conjoncturelles pour que nous puissions jeter les bases d'une nouvelle refondation. C'est eux-mêmes qui ont dit d'aller vers des réformes concernant les élections. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. C'est eux-mêmes qui l'ont dit dans ce pays-là. Donc, maintenant, moi, là où le bas blesse, ce que moi je n'approuve pas venant du gouvernement, c'est qu'ils sont partis en négociation avec la CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qui en est ressorti de cela? Parce qu'on nous parle de 24 mois du délai de transition, mais c'est réparti en combien de volets? C'est réparti en combien d'axes? Pourquoi 24 mois? C'est ce qu'attend la population. Nous avons besoin d'explications tangibles venant de la CEDEAO. Mais sinon, aujourd'hui, force est de constater que la CEDEAO n'a pas été là quand nous, on avait besoin d'eux. Il y a eu Osobanda, il y a eu Ogosabou. Moi, je n'ai pas vu de communiqué venant de la CEDEAO pour condamner ces actes abominables perpétrés contre notre pays. Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays-là. Moi, je ne suis pas avec Choguel, je ne suis pas là pour faire la politique de l'autruche, mais faisons preuve de tempérance et essayons d'avoir un sens de discernement. Alors, comment est-ce que vous percevez, en tout cas, l'échec des négociations avec la CEDEAO? Bon, l'échec des négociations se justifie par le fait que personne ne supporta qu'il y ait une justice à deux poids, deux mesures. Lui, il a un peu pliché la question qui consiste à dire que la CEDEAO est trop sélective dans sa façon d'apprécier et d'évaluer les choses. Si les actions de la CEDEAO ou les différentes actions prises par la CEDEAO étaient concluantes, il n'allait pas avoir un autre coup d'État au Burkina Faso. La CEDEAO doit s'interroger sur ces mécanismes de sanctions. Elle doit pouvoir s'interroger sur l'efficacité de ces actions. Et je dénonce avec la dernière rigueur le fait qu'à ciel ouvert, le président français montre à la surface du monde son immixtion dans le fonctionnement de la CEDEAO. Je l'ai dit. J'ai dit le coup d'État au Tchad n'a rien à envier au coup d'État au Mali. Mais les Tchadiens n'ont pas été trimballés devant des sanctions ou des dénonciations à l'échelle internationale. Pourquoi au Mali, on ne nous donne pas l'occasion de prendre notre destin en main? Pourquoi au Mali, on refuse à ce que... Est-ce que la CEDEAO a empêché le gouvernement de travailler? C'est ça la question. La CEDEAO n'a pas empêché le gouvernement, mais on sent une certaine... Est-ce que les deux ne pouvaient pas se faire en même temps? C'est ce que je veux dire. Qu'on travaille et qu'on négocie. En même temps négocier, oui. Non, ça c'est... Moi, j'ai dénoncé le fait que notre diplomatie souvent est trop agressive. Je l'ai dit ici, j'ai dit souvent, nous aussi, nous voulons arriver à des fins. Il faut se trouver les moyens de souplesse pour les obtenir. Il ne s'agit pas seulement de préparer la population à une certaine résilience, parce que c'est ce que nos autorités sont en train de faire. Ils nous ont dit ici, apprêtez-vous à vivre le difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout récemment, les importateurs qui ont pris des engagements devant nos ministres n'ont pas pu les tenir. Ils ont laissé les prix grimper. C'est pour dire que cette résilience qui est recherchée par nos autorités, elle peut se citer dans les temps, mais ce ne serait pas définitif. Donc c'est à nos autorités de trouver l'intelligence qu'il faut pour rapidement trouver une solution, parce que dans tous les cas, il faut que quelqu'un puisse fléchir. Si la CEDEAO ne fléchit pas, il nous appartient, nous, de prendre notre destin en main et de fléchir de la façon la plus pédagogique pour que les populations y gagnent. Parce que c'est l'intérêt des populations qui mérite d'être entretenues dans cette situation. Alors, ces populations décrivent la cherté du coût de la vie aujourd'hui. Vous l'expliquez comment cette cherté-là? Est-ce que c'est un manque de contrôle des services je ne sais pas, qui doivent en tout cas faire ce travail de contrôle-là, ou bien il y a plusieurs autres facteurs qui expliquent cela, Maître Koto? Effectivement, mais avant de répondre rapidement, je voudrais dire que la CEDEAO est dans son rôle. Est dans son rôle de veiller à ce que vraiment les règles
sur lesquels elle est instituée soient respectés par ses membres. Mais eux-mêmes violent ces règles. Laissez-moi venir. Donc, c'est-à-dire, la CEDEAO a été ici en 2018 quand nous étions dans un régime normal. Après la crise des élections, la réélection du président, l'élection des députés à l'Assemblée nationale, ils ont constaté qu'il faut des réformes politiques et institutionnelles pour éviter ce genre de cas au Mali. Ça, c'était quand même avec le régime d'Ibeka. Je pense que le régime est tombé. La transition est arrivée, la transition quand même a eu 18 mois. 18 mois au moins pour s'atteler rapidement à régler cette question pour qu'on puisse vraiment avoir des élections libres, transparentes et crédibles. Ça n'a pas été pour des raisons valables. Je comprends très bien. Les 18 mois ont été jalonnés des faits frappants et palpables. Là, je suis clair là-dessus. La CEDEAO a été quand même instrumentalisée. Et ça se comprend parce que nous sommes dans une guerre diplomatique ouverte avec la France. La France, quand même, on sait quand même que c'est une puissance coloniale qui ne veut pas quand même lâcher le Mali tranquille, qui passe par ses institutions au moins pour faire jouer ses injonctions en deux faveurs de l'État du Mali. Les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO et l'UEMOA, on dit que ces sanctions ont été quand même prises en violation manifeste des textes régissant ces mêmes organisations sous-régionales. Ça, c'est une évidence absolue. La preuve, c'est quoi? La preuve, ça, c'est la décision qui vient d'être rendue en suspendant, en demandant à la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire de suspendre l'exécution de la sanction en attendant que la requête du Mali relative à la légalité, parce qu'on sait quand même que tout a été pris en violation des textes, eux de l'UEMOA, eux de la CEDEAO. Mais dire que la CEDEAO ne devrait pas agir de la sorte, quoi qu'il en soit, la CEDEAO quand même est dans son rôle, même si ces décisions ne sont pas quand même justes et sont dictées par une autre. Le problème du Mali, c'est quoi? C'est que la CEDEAO est instrumentalisée par la France. Donc, le problème majeur de notre cas, c'est ça. Et la CEDEAO, je pense que la population CEDEAO appelle les dirigeants de la CEDEAO à se démarquer de cette pratique et à rester une institution au service de la population CEDEAO. Pour revenir à votre question, et la flambée des prix, vous savez, ça s'explique un peu de la conjoncture économique internationale. Mais ce qui amplifie le cas du Mali, c'est toujours les sanctions que nous sommes en train de subir. Un pays qui est confronté à des défis énormes. Défis de la sécurité, parce que sans la sécurité, il n'y a pas de l'économie. Sans la sécurité, il n'y a pas la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et autres. Et à cela s'ajoutent des blocus économiques et financiers. Donc, du coup, on amène le Mali dans une situation très difficile. Puisque l'État, aujourd'hui, peut avoir le moyen de contrôler les prix. Mais le problème de quoi? Pour au moins soulager la souffrance des populations, il faut faire des subventions. Dans la plupart des cas, il y a des États, on a vu la Côte d'Ivoire tout récemment, qui parlent de la réduction des trains de vie de l'État, subventionner certains produits de première nécessité. Mais pour le Mali, ça va être un peu difficile parce qu'on est dans une situation économique très difficile. Et c'est fait à dessein. Parce que l'objectif est recherché, c'est de bloquer le pays. Et la classe dirigeante doit avoir cette conscience pour travailler. Parce que vous savez, gérer aussi, c'est prévenir. Il faut reconnaître. Gérer, c'est relever les défis. Mais qu'est-ce que vous dites des produits locaux aussi qui ont grimpé? Ils ne sont pas importés. Il y a des produits qui sont... Oui, il y a des produits qui sont là. Mais le problème, c'est quoi? C'est la consommation à l'interne. La plupart des produits ici, locaux, sont quand même exportés. Là, il faut le reconnaître. La consommation à l'interne, tout est question de l'argent. Mon cher. Non, pendant que les sanctions sont... Non, les sanctions... Les autorités maliennes ont donné instruction qu'il n'y ait pas importation. Il ne suffit pas de donner l'instruction. Le problème, c'est quoi? C'est de l'économie. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Même s'il y a des produits, je n'ai pas d'argent d'aller acheter. Comment je vais faire? La question, c'est à ce niveau. Vous savez, le problème majeur, c'est à ce niveau. Même en termes d'approvisionnement en suffisance, en quantité et en qualité, ça pose problème. Avec la fermeture des frontières, oui, ils ont quand même parlé d'un certain nombre de produits, mais ça ne suffit pas. Vous savez, l'importation de ce produit
va de pair avec les transactions financières. Si vous bloquez quelqu'un économiquement et financièrement, vous le bloquez, vous l'appelez quand même à mourir ou à disparaître. Ok, très bien. Maître Voilà Foucault. le jeu. Alors, en rappelant sur la cherté du coût de la vie. Non, la cherté, je crois que Maître a un peu marché. Il a beaucoup parlé de facteurs exogènes. Exogènes. Maintenant, en plus de ça, c'est que moi, je vais ajouter à l'instar de tout ce que Maître vient de dire, il faut reconnaître qu'avec la crise sécuritaire, là, rares sont dans nos régions qui ont pu la cultiver. Prenez toute la bande, Gao en venant Mopti jusqu'à une partie de Ségou en descendant vers Nyoro. Les gens n'ont pas cultivé ou les champs en maturité, à cause de l'insécurité, maturation étaient brûlés. Donc ça pose problème. Et si l'embargo venait à s'ajouter à ça, c'est là va de choix que nous ne pourrons pas tenir. Nous ne pourrons pas tenir. Donc ce qui s'y est, et de façon urgente. Les autorités de la transition ne peuvent pas demander au peuple d'être résilient. Et au même moment, ils sont dans des bonnes grâces. Ça ne peut pas continuer. Donc aujourd'hui, ce qui a lieu, c'est d'aller rapidement trouver une solution avec la CEDEAO. Et que les gens arrêtent de penser que tous les États de la CEDEAO ne peuvent pas être contre le Mali. Ni l'Union africaine, ni l'Union européenne. Si tout ce beau monde, tous ces pays-là, de façon unanime, désapprouvent votre attitude et votre conduite, mais il y a un problème que les gens disent ça. Ce n'est pas parce que c'est le Mali qu'on pense que tout le monde est contre nous, ce n'est pas ça. Il faut respecter nos engagements. Si vous signez quelque chose, il faut respecter la loi. C'est extrêmement important. Et cela, c'est gage de stabilité pour nos États. Merci beaucoup, M. Karambé. Maman Traoré, sur la question de la sécurité, et de la cherté de la vie, je veux dire, vous, quels sont les facteurs explicatifs de ce phénomène-là? Bon, il y a des facteurs exogènes et hétérogènes. Moi, je vais un peu marcher sur la langue de mon co-débatteur qui a eu à parler de sécurité. Sans sécurité, il ne peut y avoir de paix. Mais nous, on a comme l'impression ici que c'est Bamako qui vit, quoi, le Mali, en vrai. Parce que ici, nous avons le temps de parler, nous avons le temps de faire des discours. Les hommes politiques sortent à la télé, font des sorties médiatiques, disant ceci, Choguel a fait ça, Assimi a fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali, on a besoin de faire de l'autocritique. On a besoin de sortir ce pays-là de l'ornière. Ça me laisse le marbre. Récemment, que les acteurs du mouvement démocratique ont initié une rencontre où ils parlent de réfléchir à comment sortir le pays de l'ornière. Imaginez-vous, depuis 10 ans, que le Mali est en proie. Ces hommes politiques-là n'ont pas mûri l'idée de se retrouver autour d'un idéal, de se retrouver ensemble pour réfléchir à comment nous pouvons sortir ce pays-là de l'ornière. C'est en 2022 qu'ils veulent initier cela. Et c'est des personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir dans un pays où la quasi-totalité de la population malienne est juvénile, à moins de 26 ans. C'est des personnes qui parlent encore de gouverner, de diriger. Moi, je pense que ça, c'est une insulte pour le peuple. Maintenant, revenons à la table. Quand on parle de la CEDEAO, monsieur, je ne vais pas faire de juridisme étriqué, parce que lui, c'est son domaine. Il a eu à parler de normalité par rapport aux sanctions prises contre le Mali. Mais moi, je me dis que les acteurs... J'ai dit que les sanctions ont été prises en violation manifeste des règles qui régissent les organisations. Je précise bien. D'accord. Je n'ai pas dit que les sanctions sont... D'accord. Moi, j'ai mal compris. Voilà. Donc, j'abonde dans votre sens. Moi, les acteurs qui siègent au sein de cette CEDEAO-là ont violé maintes fois les textes qu'eux-mêmes ont eu à eux-mêmes ont régi. Donc moi je me dis que quelque part, ça veut dire plusieurs fois. Plusieurs fois, mais ils ont taillé. Mais regardez juste au Burkina, regardez au Tchad, c'est 2 poids 2 mesures. C'est 2 poids 2 mesures. Nous avons. Nous avons respecté nos textes. Nous on a respecté. Écoutez, même la Guinée par exemple. Le Mali a respecté. Même la Guinée par exemple. N'a pas encore pris d'engagement par rapport à. Oui, mais peut-être s'il y a une violation. Ils ont donné le 25 avril.
les Guinéens. Voilà. Le cas de Ouattara, je pense que oui. Effectivement, il y a. Moi, ce que je veux dire par là. Il y a nécessité de rappeler, mais est-ce qu'il y a d'autres? Parce que vous dites maintes fois. Bon, la véritable démocratie, c'est l'émanation du peuple. Alassane Ouattara. Moi, ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, la population même n'est plus en phase avec ces instruments de la CEDEAO. Oui, ça c'est. Aujourd'hui, on est en déphasage total. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'est que notre pays, le Mali, nous n'avons pas les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Est-ce que la cherté de la vie, c'est à cause de la CEDEAO, du blocus Mais si on vient, aujourd'hui, nous sommes sous tutelle, nous sommes sous embargo. Maintenant, aujourd'hui... La seule faute incombe à la CEDEAO. Non, pas à la CEDEAO seulement. C'est pourquoi je dis assez souvent qu'il faut situer les responsabilités à plusieurs niveaux. Il y a la sécurité. Ici au Mali, on se plaît, aussi à Bamako, on se plaît à dire non, ni Prichara, ni Prichara. Mais allez-y tout près à Dogofri. Allez-y à Mopti. C'est des gens qui ne savent même pas quoi mettre sous la dent. C'est des enfants qui ne partent pas à l'école il y a plus de 10 ans. Dogofri est loin, je pense. Même pas besoin. De la périphérie de Bamako, tu vas voir que la pauvreté... Mais c'est pas tant... Mais imaginez-vous... À quelques kilomètres de Bamako, à Dogofri, ils avaient commencé ça, et ça c'était un coup d'essai. On avait commencé à brûler les champs agricoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une instrumentalisation, une marginalisation, il y avait quelque chose contre ce pays-là. Aujourd'hui, là, on parle de l'existence du Mali. On parle, moi je regarde, moi j'écoute certains discours, les gens disent non, économie. Non, moi je vois les choses de manière générale. C'est l'existence du Mali qui était en proie. Existentielle que vous posez. Alors, donc, soit on accepte de collaborer avec ceux-là qui nous ont tués pendant 9 ans, sous prétexte qu'ils vont nous donner ça et là, ils vont nous dire, bon, ok, Bandao, c'est le meilleur président du Mali, on vous donne 1 milliard de francs CFA, on vous donne 2 milliards de francs CFA, et on continue à tuer nos frères du Nord. Dans l'indifférence totale. Moi, je n'ai pas vu les politiques, les hommes politiques. Ils sont dans une autre posture, ils sont dans une autre dynamique. Il s'agit de l'existence du Mali. Non, vous avez à le dire. Moi, j'ai comme l'impression que nous ne vivons pas dans le même pays. Parce que vous, là, vous êtes en train de parler de réforme, vous êtes en train de parler de Choguel, personnifier le débat autour d'une personne pendant que le pays est en proie. On va continuer sur le même sujet par rapport à la cherté de la vie. Est-ce que c'est les seuls facteurs qui sont évoqués, qui expliquent, qui alimentent cette cherté-là? Est-ce que c'est les seuls facteurs liés à la sécurité, liés à l'embargo, liés à la conjoncture internationale? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs pour vous? En plus des facteurs que vous venez d'énumérer, il faut aussi penser à la fibre patriotique, manifestement, qui n'est pas à hauteur de souhait. On a vu des organisations du patronat qui ont donné leur quitus aux autorités pour dire qu'ils pèseront de tous les poids pour que les opérateurs économiques et les commerçants puissent aller dans le sens de facilitation du maintien des prix au bénéfice des citoyens. Mais malheureusement, certains ont voulu jouer plus malin. Le gouvernement a pris ses responsabilités, la Direction générale du commerce et de la consommation a appuyé ses agents et les a envoyés sur le terrain. Certains ont été verbalisés. On attend le résultat. Et on va voir quel effet cela va faire. Mais certainement, entre nous, Maliens aussi, on ne se dit pas la vérité. Il faut que le commerçant ait piqué du Mali. Ce ne sont pas tous les commerçants. Oui, il y a des bébés. Il y a la surenchère, il y a des bébés galaises quand même dans toutes les corporations. Donc, en plus de la sécurité et du blocus économique que nous traversons, il y a le fait que nos commerçants aussi jouent un jeu dangereux. Il y en a qui sont dans une logique d'entasser les matières et de minimiser l'offre pour que les prix grimpent et plus tard profiter de tout cela. Donc c'est des comportements. Malheureusement, l'État n'a pas les moyens dans toutes les régions de jouer la répression. Alors si cette pratique se multiplie, à qui la faute, votre crainteur? Non, c'est d'abord nous les Maliens. L'État ne peut pas être dans toutes les boutiques. C'est-à-dire nous-mêmes qui sortons sur la place de l'indépendance pour dire que nous soutenons notre pays par rapport à la CEDEAO. C'est à nous aussi d'avoir les bienflex pour faciliter la vie aux uns et aux autres. Je pense que la responsabilité individuelle doit accompagner la responsabilité. Ce n'est pas la France. Je crois que ça, c'est même un mirage, cette histoire de continuer à accuser la France. À un moment donné, il faut faire son propre procès de conscience et prendre ses responsabilités. Moi, je le dis assez souvent d'ailleurs que la faute n'incombe pas forcément à la France. Il faut situer les responsabilités à plusieurs niveaux. Les 1230 milliards qui a été vilipendé par l'État, ce n'est pas la France. Maître Koto Traoré, est-ce qu'aujourd'hui, vous, par rapport à la montée en puissance de l'armée malienne dans le centre du Mali, notamment les événements de Moura, vous, quelle appréciation faites-vous de cette montée en puissance de l'armée malienne? Ça me donne un sentiment d'abord de fierté. De fierté d'être malien. Vous savez, ça fait plus de 10 ans
que le Mali est tombé très bas, parce que le Mali pratiquement n'avait pas un outil de défense opérationnel capable de faire face à la nouvelle donne qui est le terrorisme et toutes les activités affiliées. Aujourd'hui, la transition a compris que pour rester dans le concert des nations, c'est-à-dire pour se faire entendre, pour au moins se faire valoir même son existence, il faut un outil de défense, de sécurité à la hauteur de souhait. Aujourd'hui, ils ont suffisamment consenti des efforts. Et ces efforts aujourd'hui sont en train aujourd'hui de faire les résultats palpables qui sont appréciés à l'interne et qui sont même appréciés à l'extérieur. Parce que j'ai même vu quand même une appréciation émanant du président le patron des Nations Unies, qui a quand même dit de janvier à nos jours, les attaques spectaculaires au Mali se sont quand même réduites. Ça, quand même, c'est une avancée remarquable. Et je suis aujourd'hui fier de voir mon armée quand même monter en puissance. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les défis aujourd'hui, c'est la sécurité. Et la sécurité est devenue un droit existentiel, au même titre que les autres droits. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut aller vers, est-ce qu'on peut aller vers l'organisation d'élections? Est-ce que c'est on peut se targuer de... Non, l'organisation des élections demande aussi d'autres conditions préalables qui n'ont pas été quand même mises en œuvre. Il faut être quand même clair et net, parce que pour aller comment dirais-je, à des élections libres, transparentes et crédibles, il faut d'après eux-mêmes des réformes politiques et institutionnelles, il faut la relecture de, je crois bien, du fichier électoral. Ça demande beaucoup de choses. Je pense que la sécurisation doit continuer, puisque cette sécurisation n'est pas encore effective. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire le combat n'est pas fini. C'est-à-dire il ne s'agit pas aussi d'aller combattre, mais il faut maintenir la présence de l'État. Voilà toute la difficulté. Maintenant, pour le faire, il faut un temps. Je pense que tout le problème entre le gouvernement et la CEDEAO se situe à ce niveau. Donc, il faut quand même donner le temps à l'armée de continuer le combat, puisque le territoire national n'est pas entièrement sécurisé. Même si il est sécurisé, l'État ne maintient pas sa présence de façon effective, alors qu'il le faut pour qu'on puisse aller à des élections libres, transparentes et très bien. Karambe, par rapport à la situation sécuritaire, la donne est en train de changer, selon Maître Koto Traoré, et c'est une bonne nouvelle. Vous, comment est-ce que vous l'appréhendez? Ok, au début de mon intervention, j'ai eu à le dire. J'ai dit s'il y a un volet, sur les deux volets, politique et militaire, s'il y a un volet par lequel nous pouvons nous réjouir, c'est le volet sécuritaire. Et aujourd'hui, on le dit parce que le rapport de force a changé. Ça, c'est à l'actif de nos femmes. Mais toutefois, la sécurité, il l'a rappelé, doit s'inscrire dans la durée. C'est dans la durée. Il sera trop tôt pour crier victoire. Parce que la sécurité, il faut le comprendre dans son ensemble. Un pays comme le Mali sécurisé, si le Burkina n'est pas sécurisé, le Mali ne peut pas. Donc la sécurité, c'est la mutualisation des actions militaires, une stratégie. Mais à l'instant T, on peut dire que vraiment, les rapports ils ont aussi inversé cette tendance-là. Mais toutefois encore, sécurité rime avec développement. Il ne servira à rien de conquérir une localité et après aller laisser la population pour compte. Mettre en place, vous sécurisez, vous entreprenez au même moment des actions du développement. Vous occupez l'espace. Et si on arrive à gagner ça, on peut dire Alhamdulillah et ça va. Mais à la date d'aujourd'hui, vraiment, sur le terrain, parce que c'est vrai que nos femmes ont pu inverser les acteurs de l'insécurité surfent sur le terreau social, le terreau comme le chômage, évidemment. Maman Traoré, vous, comment est-ce que vous appréhendez aussi cette situation sécuritaire qui semble être en tout cas au beau fixe? J'aborde dans le même sens que mon co-débatteur et je suis animé par un sentiment de fierté. J'appartiens à la nouvelle génération et nous, on a quand même connu cette crise-là. Nous avons, comme le dirait l'autre, avoir conscience des enjeux, c'est déjà une solution. On avait appréhendé la crise et aujourd'hui, force est de constater que nous sommes en train de sortir notre pays de l'auberge. C'est ce qui était tant souhaité par le peuple malien depuis belle lurette.
Et aujourd'hui, comme il a eu à le dire, la sécurisation seulement ne suffit pas. Il faut la pacification. Et cela ne peut se faire si pour autant l'État, les services sociaux de base ne sont pas déployés considérablement dans les régions. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de l'inégalité, l'inéquité, la mauvaise gouvernance. C'est les élites qui, dans une grande proportion, n'étaient pas redevables, n'étaient pas compétents, n'étaient pas efficaces. C'est l'État qui ne soutenait pas suffisamment les citoyens. C'est ce qui nous a mis dans le trou. Et moi, je pense qu'il faut tirer des enseignements de tout cela. Il faut que l'État puisse mener une guerre. Pour moi, l'État doit pleinement jouer son rôle de pacification. Je ne pense pas qu'il y ait de dynamique enclenchée en ce sens. Je n'ai pas entendu. En tout cas, je n'ai pas entendu. Les services sociaux de base, j'ai même vu un homme politique, un acteur politique qui a eu à faire une publication interpellant le gouvernement à prendre ses responsabilités par rapport à cela parce que le gouverneur de Gao dirige Gao à partir de Bamako. Le gouverneur de Kidal dirige Kidal à partir de Gao. Et donc, on est dans une situation assez conflictuelle. Le gouverneur de la région de Gao est à Gao. Bon, il est à Gao. Bon, il y a, oui, bon, ok, mais l'autre question, l'autre sujet que je voulais mettre sur table aussi, c'est de vraiment travailler de sorte à ne pas faire, de faire une guerre communicationnelle. Parce que la guerre médiatique, ça va de pair avec ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'amalgame entre les Peuls et en disant que l'État veut exterminer tous les Peuls et tout ça. Moi, je pense que l'État doit travailler à ce que tout le monde puisse être mis sur les mêmes pieds et qu'on puisse savoir que bon, tous les Peuls ne sont pas des terroristes, tous les terroristes ne sont pas Peuls. Bien, alors Aboukari Touré, rapidement sur le même sujet, sur la question sécuritaire. Monsieur Mega, effectivement, les volets sécuritaires et surtout occupé par la libération récente du village de Moua. Et rappelez-vous quand même que Moua était sous les jougs du tourisme depuis plus d'une décennie. Et manifestement, les autorités traditionnelles, notamment les chefs de village Adoussila et les maires Baka Tamboua, ont été installés dans leurs attributions parce qu'ils ont dit les quitter par la volonté d'Issel Amadou Koufa, qui est appelé sous d'autres dossiers Amadou Diallo, Amadou Sissé, Amadou Sangaye. Partout il voit, il change de nom, mais pour dire qu'il s'agit de la même personne, Amadou Koufa avec sa Katiba, a pratiquement contribué au remplacement de l'État malien en Moura. Les chefs de village Adou Silla et Baka Tamboua, les maires, ont été déposés et d'autres leaders désignés par Amadou Koufa ont été installés dans des attributions qui sont similaires à celles d'un chef de village et d'un maire. Officier de... Oui, la délégation gouvernementale a eu tous les échos par rapport à ça. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Ces gens-là ont été installés dans leurs fonctions. On a demandé à ce que les services de base reviennent. Mais comme vous l'avez dit, il y a un problème. On a du mal à mettre un camp, mais c'est des perspectives qui sont en cours d'étude, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un recrutement en vie. Il y a un seul problème. Il y a un problème de personnel. Il faut recruter pour occuper les territoires qui sont en train d'être libérés au fur et à mesure. Pour aller dans les mêmes centres de la sécurité, vous savez, ceux qui ont vécu sous les autorités, sous l'emprise du djihadisme aujourd'hui, sont les plus satisfaits de l'action gouvernementale. Les habitants de Moua, dans leur confidence, ont compris qu'il n'y a pas plus bon que d'être dans une sphère républicaine où on peut jouir de tous ses droits. Parce qu'avec la présence des djihadistes, manifestement, on n'a que des devoirs. Parce qu'on a, à part les services de santé, tout ce qui peut incarner la présence de l'État a été renvoyé. L'éducation, il y a eu plus d'enseignants, il y a plus d'écoles, plus de 470 écoles ont été formées au niveau de la région de Mopti. 970 000 déplacés, plus de 30 000 réfugiés, 15 000 et plus de 1200 tiers. Vous voyez, donc l'État est en train de signer définitivement son retour dans la région de Mopti, aux grandes dames, n'est-ce pas, du djihadisme aujourd'hui qui est en débandade. On va assister à des attaques exponentielles, mais manifestement, voilà, l'État est dans son devoir de sécurisation progressive. Ok, donc on va souhaiter en tout cas bon courage à nos forces armées maliennes, et c'est ce qui met fin à ce débat. Alafia Hebdo, c'est tous les samedis à partir de 21h15, rediffusion le lendemain, dimanche, à la même heure.
Et donc c'était un plateau avec Maître Koto Traoré, avocat au barreau du Mali. Et nous étions également sur ce plateau Monsieur Abidina Karambé, président de la jeunesse du parti ASMA. Merci. Et Mohamed Traoré, président du mouvement Fassoudin, et Aboukrin Touré, communicateur. Merci à tous d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons essentiellement parlé donc de la charte de la vie, des négociations avec la CEDEAO, notamment sur la durée de la transition, mais également de la situation sécuritaire au centre du Mali. Merci beaucoup et à très bientôt sur Alafia TV.